Voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour les petites annonces. Alors, lançons-nous dans notre sujet, qui est vaste, tout de même, il y a beaucoup à dire. Je ne sais pas si nous aurons le temps d'aborder tous les sujets connexes, mais c'est pas grave, nous allons déjà au moins essayer de débroussailler avec Alain Falento, que nous avons donc à distance. Alors, tout d'abord, avant de dérouler un petit peu la thématique du livre, comment est-ce que vous pourriez le présenter en quelques mots, mieux que je ne l'ai fait? C'est un livre qui a vocation à montrer que la sortie de l'Union européenne est non seulement nécessaire, c'est une question de survie pour nous, une question de survie économique, mais pas seulement, une question de survie de notre mode de vie. Elle est nécessaire, mais surtout elle est possible, contrairement à tout ce qu'on veut nous faire croire. Ouais. Voilà. Bon. Parce que depuis des décennies, on nous explique que hors de l'Union européenne, point de salut. D'accord ? Et maintenant, le discours a même changé. C'est que maintenant, il est même menaçant. C'est-à-dire que ces gens-là, les Européens, sont sortis de la rationalité, si vous voulez. Maintenant, le message qu'on nous envoie, ça fait déjà même une dizaine d'années que c'est comme ça, écoutez, c'est Jean-Claude Juncker, voilà. Aucune initiative démocratique ne peut aller contre les traités. Tout est résumé dans cette phrase. Vous avez signé, donc votre opinion n'a plus d'importance. Ce que vous voulez ne compte pas. Voilà. Ouais. Et donc, et c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Ça commence à être vrai. Et si rien n'est fait avec ce que prépare l'Union européenne dans les mois qui viennent, si rien n'est fait, Jean-Claude Juncker aura raison. Donc, le livre a pour but de montrer que c'est possible de sortir de l'Union européenne et qu'évidemment, il y a des conséquences plus ou moins agréables, c'est certain. Certaines très agréables, surtout économiques, dans un premier temps, mais maintenant d'autres. Oui. Il y a un prix à payer, c'est certain, c'est pour sortir de cette tumeur, mais que c'est absolument possible. Bon. De toute façon, la liberté a toujours un prix. Et au-delà des arguments, fussent-ils excellents sur le plan économique et autres, bon, je vois mal comment on peut se dire patriote français et accepter que son pays ne soit plus une nation libre comme elle l'a toujours été, avec tous les attributs de liberté d'une nation, attributs politiques et économiques notamment. La France est devenue une province d'un nouvel empire bureaucratique. Enfin bon, je ne veux pas aller trop vite. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Les européistes semblent un peu sortis du discours politique et de l'argumentation politique et économique pour se restreindre au domaine de l'incantation et de la menace, voilà. On joue sur les religieux peurs. Maintenant. Ouais. C'est quasiment religieux en fait. Si vous regardez un peu comment fonctionne l'Union européenne, vous pouvez être excommunié si vous pensez mal. Enfin, c'est devenu extrêmement inquiétant. Ces gens sont extrêmement inquiétants. Regardez quelqu'un comme Michel Barnier. Voir Michel Barnier Premier ministre, ouais. ça fait peur. Parce que quand vous regardez qui est cet homme, depuis qu'il a l'âge de 25 ans, il n'a fait que trahir son pays. Oui. Soyons clairs. Il l'a renié constamment, au profit d'une puissance internationale. C'est d'abord un prédateur du système, puisqu'il n'a vécu que d'argent public, que je sache. Il a participé à la forfaiture de 2005. Rappelez en quelques mots, si vous voulez, parce que c'est Eh bien, c'était le référendum sur la Constitution européenne. Donc, peu d'entre nous ont compris de quoi il s'agissait à l'époque, et moi, mais on a eu l'intuition que ça pouvait pas être bon. Alors, ça a été rejeté. Ce projet de Constitution européenne a été rejeté par le peuple français. Eh bien, Sarkozy a décrété et l'Union européenne a décrété qu'il passerait outre. Donc, ils ont fait passer par voie parlementaire tout ce que le peuple a refusé par voie démocratique. Voilà. Et donc, qui a participé à ça? Eh bien, il y a un groupe qui a été constitué qui s'appelait le groupe D'Amato, du nom de l'Italien, Monsieur D'Amato, et qui représentait la France à l'intérieur de ce groupe, messieurs Barnier et Strauss-Kahn. Et ce groupe de travail avait pour unique objectif de déterminer comment passer outre le résultat du référendum. Oui. La gauche et la droite européiste, droite entre guillemets. Oui. Alain Le Bihan veut dire un mot. Le vote relatif au référendum de 2005, il venait après 2 avertissements, puisque
À chaque fois qu'on avait convoqué le peuple français pour se déterminer par référendum sur l'Europe, on sentait la montée du mécontentement vis-à-vis de l'institution. Et le référendum précédent, le référendum de 2005, celui de Maastricht, faut pas oublier qu'il y avait que 2 points d'écart. C'était 52 pour le oui, enfin un peu moins de 52 pour le oui, puis un peu plus de 48 pour le non. Donc j'ai quand même le sentiment que le vote de 2005, il avait été précédé de cette alerte qui disait n'en faites pas trop. Et la sanction est tombée en 2005 et ils ont eu le culot de remettre le couvert avec le traité de Lisbonne, ce qui est, comme vous dites, forfaiture, c'est parfaitement exact. Oui, c'est un scandale démocratique absolu. Et surtout, ils ont modifié la Constitution. Sarkozy est le grand responsable. Ils ont modifié profondément notre Constitution pour y incruster l'Union européenne de telle façon qu'on puisse plus s'en débarrasser. Enfin, à moins de prendre le taureau par les cornes. Vous commencez votre livre par un constat sur l'état de l'Union européenne. Vous dites qu'elle est en état de mort cérébrale, qu'elle est zombifiée. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots ? Parce que de notre point de vue à nous, l'Union européenne a l'air surpuissante. C'est un monstre qui nous oppresse, mais quand vous voyez de l'étranger, quand vous vivez à l'étranger et que vous travaillez par exemple en Asie, vous vous rendez compte que l'Union européenne n'exerce sa puissance que vers l'intérieur, c'est-à-dire vers ses habitants. Vu de l'extérieur, l'Union européenne n'est rien du tout. Une petite anecdote, j'ai eu l'occasion de participer à une OPA à l'achat d'un gros groupe français pour un groupe chinois. Un groupe coté au CAC 40 quand même. Hein. Et la même chose au Portugal pour un assureur portugais. Nous n'avons rien trouvé en face de nous. À aucun moment, l'Union européenne ou le pays concerné ne s'est manifesté pour s'opposer à ça ou pour demander des renseignements. Donc, vu de l'extérieur, c'est une espèce de méduse géante qui n'a informe, que personne ne respecte d'ailleurs, parce que si vous regardez bien, pourtant, on nous envoie des messages régulièrement. Si vous vous souvenez comment, par exemple, Erdogan avait accueilli von der Leyen, il n'y avait même pas un siège de prévu pour elle. C'était un cimetière. Si vous vous souvenez comment Victoria Nuland avait qualifié l'Union européenne dans cette conversation qui avait été de fuck the EU, hein, rien à foutre de l'Union européenne. Voilà. Comment les Chinois ont accueilli von der Leyen lorsque Macron est parti faire son voyage officiel, toujours flanqué de von der Leyen, parce qu'il ne peut plus se déplacer tout seul maintenant, il n'est plus rien. Elle a été accueillie par le ministre de l'écologie, je crois. On nous envoie des signaux régulièrement pour nous montrer que personne ne reconnaît cette institution. Et je me souviens avoir dîné avec le gouverneur d'une province chinoise, une grande province chinoise du Nord-Est, et il m'avait dit: nous, on ne comprend pas ce qu'est l'Union européenne. On ne voit jamais 2 fois les mêmes personnes, et surtout on voit débarquer des gens originaires de pays qu'on ne peut même pas placer sur une carte. Ah oui, effectivement, c'est une anecdote intéressante. Bon. Et donc en fait, ça veut dire que quand vous regardez d'ailleurs sur le site de l'Union européenne, quelles sont les actions de l'Union européenne, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. On ne parle que de droits distribués à des minorités. Rien d'autre. Il n'y a aucune volonté de puissance, aucune volonté d'imposer sa volonté au reste du monde. Il y a y compris sur la marchandise. C'est-à-dire que la puissance, c'est l'Allemagne. Et quand vous dites que vu de l'étranger, on connaît pas grand-chose de l'institution européenne. Par contre, ils ont une visite, je pense les Chinois, ils ont une visite d'un ministre allemand toutes les semaines. Et ceux-là, ils les connaissent, non ? Oui, vous avez raison. Ce qui différencie les politiciens allemands des politiciens français, c'est que quelle que soit leur orientation politique, ils restent avant tout allemands. Et ils sont tous d'accord sur une chose, la sauvegarde de leurs intérêts et de leur industrie, et particulièrement de leur industrie automobile. Et moi qui vis en Allemagne, je vois ça, je constate ça chaque jour. Oui, bon. C'est-à-dire que pour 2 régions du sud de l'Allemagne, c'est vital aussi.
C'est des dizaines de milliers d'emplois. Passons, si vous voulez bien, un peu à la suite du plan. Vous évoquez ensuite, Alain Falento, les alternatives que l'on nous propose à cette Union européenne actuelle. Donc, alternatives pour éviter la solution pourtant simple d'un point de vue patriotique, la solution de l'indépendance française, qu'on appelle aussi souverainiste. Bon, vous évoquez les refondateurs, les renégociateurs, les messianiques, et puis ceux qui attendent l'apocalypse. Alors, les refondateurs, bon, bah, ça, ce sont les gens qui n'ont rien à dire. C'est quand Macron n'a rien à dire et qu'il se trouve devant un micro, il dit qu'il faut refonder l'Union européenne, alors que l'Union européenne est parfaitement fondée. Et ses fondations sont claires, c'est la destruction des États-nations. Donc, il n'y a rien à redire là-dessus. Après, vous avez les renégociateurs. Alors, bon, on peut pas les écarter d'un verre de la main. Si vous voulez, ceux qui pensent qu'on peut faire pression sur Bruxelles. Or, ils n'ont même pas été capables, si vous regardez les résultats, ils n'ont même pas été capables de s'occuper du marché européen de l'électricité, si vous voulez. La France l'économie française ne peut pas survivre si elle reste dans le marché européen de l'électricité. Je sais pas, vous avez fait de nombreuses émissions là-dessus. Et qu'est-ce que Bruno Le Maire a obtenu en 18 mois de négociation? Rien. Absolument rien. Ces gens sont devenus complètement insensibles à toute forme de pression particulièrement venant de la France. Donc il n'y aura pas de renégociation, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Alors une troisième voie, ce sont les désobéisseurs. Alors ceux qui pensent qu'on peut faire fi des lois européennes et faire ce que nous voulons. Ces gens-là oublient deux choses, c'est que d'abord, ils seront bloqués par leur propre constitution. Déjà, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État s'opposeront à toute décision de la sorte. Il suffit de lire la Constitution française. C'est une excellente lecture. Et vous verrez que les lois européennes s'imposent, c'est écrit noir sur blanc, s'imposent à la loi nationale. Il n'y a rien à discuter. Rien à discuter là-dessus. Ouais. En tant que traité international, oui. Oui. Et quatrième voie, c'est ceux qui attendent la puissance de l'extérieur, ceux qui pensent qu'on peut s'appuyer, par exemple, sur Viktor Orban ou sur certains pays de l'Est pour nous sauver, sur le groupe de Visegrad particulièrement. Ouais. Et je pense que ces gens-là font fausse route parce que ces pays-là ont tout intérêt à ce que ça continue exactement comme ça. Ah bien sûr, ils sont tellement subventionnés. Oui, la Pologne touche des 40 milliards d'euros par an, dont 20% payés par le contribuable français à peu près. Ouais. D'accord. Donc quand vous regardez les minutes du groupe de Visegrad qui se réunit régulièrement, il y a un site internet, vous voyez que en fait, ce n'est ni plus ni moins qu'un lobby financier qui a pour objectif de soutirer le maximum de fonds à la France et à l'Allemagne, rien d'autre. Mais chaque fois, tout se termine, quelles que soient les conclusions de leur réunion, ça se termine toujours. Nous sommes profondément européens et profondément otaniens. Oui, parce qu'il faut dire que leur peuple y a trouvé son compte. Il a trouvé son compte avec l'ensemble des subventions qu'ils perçoivent, l'ensemble des avantages qu'ils perçoivent. D'ailleurs, on l'a vu à l'élection de Hongrie. Ceux qui sont les vraiment pro-européens ont eu davantage de voix que le parti d'Orban. Bien sûr, nous subventionnons ces pays-là. L'Europe se divise en plusieurs groupes, disons. Ceux qui sont les grands gagnants de l'Union européenne, à savoir le groupe de Visegrad, par exemple, la Pologne en tête. Parce que je crois que Pologne et Hongrie, on leur verse quelque chose comme 3% du PIB chaque année, de leur PIB chaque année. C'est énorme. C'est-à-dire que sans les subsides européens, ils seraient en récession, tout simplement. Ils peuvent absolument pas survivre sans les subsides européens. Après, vous avez le sud de l'Europe qui est complètement rincé, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, et bientôt la France. L'Italie, oui, l'Italie. L'Italie, c'est le pire peut-être, parce que l'Italie s'est appauvrie, mais nominalement en fait. Le PIB par habitant de l'Italie a baissé depuis l'entrée dans l'euro.
C'est le pays qui s'est le plus appauvri. Quasiment. Alors, les pays du Sud ont été ravagés. Même le pire, c'est qu'ils sont ravagés démographiquement. C'est fini pour eux. D'accord, il n'y a plus d'enfants. D'accord, la natalité s'est effondrée en Grèce. La Grèce est laminée. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Le taux de suicide a explosé. Même la mortalité infantile, on les a fait sombrer dans le tiers-monde. Donc pour eux, c'est l'encéphalogramme plat. Donc maintenant, il reste la question de la France et de l'Italie, que pour l'instant, il n'y a pas de raison d'être très optimiste. Et en fait, les seuls grands gagnants de tout ça, ce sont l'Allemagne, bien sûr, la Hollande, les Pays-Bas, et puis peut-être les pays scandinaves qui ont eu l'intelligence de négocier des exemptions dès leur intégration. Oui, l'Allemagne, de toute façon, se comporte comme le grand exportateur de l'Europe, et l'équilibre est assuré par tous ceux qui sont en déficit, à commencer par la France, puisque on a battu un record du déficit commercial l'année dernière avec, je crois, c'est quelque chose comme 160 milliards de déficit. Oui, nous tournons à 170 oui, nous tournons à 170 milliards de déficit commercial de manière récurrente. Alors, le déficit commercial, c'est 100 milliards. Oui. C'est lié. Alain Le Bihan, oui. Oui. Que pensez-vous justement des difficultés que rencontre l'industrie allemande à cause de son manque d'énergie ou de son énergie rare et chère, l'Allemagne est quand même un de nos clients. Alors, comment vous voyez les choses avec cette nouvelle redistribution des cartes énergétiques? Oui. Donc, quand j'allume la télévision en Allemagne, je n'entends parler que de ça. Le coût de l'énergie et l'industrie automobile. Leur grand souci, c'est l'industrie automobile qui menace de délocaliser au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Avec en particulier Volkswagen. Volkswagen, vous savez, la ville de Wolfsburg, c'est la ville de Volkswagen. Okay, c'est un Länder entier qui ne vit que de Volkswagen. Et pour la première fois, Volkswagen s'apprête à ne pas respecter sa parole vis-à-vis de ses syndicats et à licencier et menace de délocaliser. Donc, l'Allemagne a peur. L'Allemagne a peur du chômage, a peur des délocalisations. Et c'est ce qui va les rendre très agressifs envers nous. Déjà, hier, par exemple, Olaf Scholz a déclaré que l'Allemagne n'avait pas délégué des compétences à l'Union européenne pour qu'aucun accord de libre-échange ne soit signé. Ça va pas assez vite. Donc, ils veulent absolument le Mercosur et ils veulent d'autres accords qui nous seront extrêmement néfastes. Et ils les auront. Oui, mais ça... Comment ça va se passer vis-à-vis de nous? Mais nous, moi, vu d'Allemagne, personne ne parle jamais de l'opinion de la France. Non, oui, bien sûr. Non, mais du point de vue de l'économie française, comment ça va se passer? C'est nous qui allons fournir l'électricité pas chère? Écoutez, je suis pas en mesure de répondre à cette question. En tout cas, je pense que leur plan, c'est d'abord de nous priver de notre électricité pas chère. Et voilà. Si vous voulez, c'est un peu l'histoire de deux personnes qui courent sur un sentier escarpé et poursuivi par un grizzly, et donc celui qui est au milieu dit à l'autre: il faut que tu cours plus vite parce que je suis rattrapé par le grizzly, et le premier lui dit: mon but n'est pas de courir plus vite que le grizzly, c'est de courir plus vite que toi. Et bien c'est un peu ça. C'est-à-dire leur objectif premier est de nous empêcher de bénéficier de notre énergie nucléaire à un prix défiant toute concurrence. C'est pour ça qu'ils s'accrochent au marché européen de l'électricité et qu'ils vont nous forcer à, par exemple, à recommencer l'Arenh, l'accès réglementé de l'énergie. Mais de toute façon, elle n'est pas arrêtée, l'Arenh. Non, mais c'est en renégociation. On touche bientôt à la fin, et les Allemands surveillent ça de très près. De même qu'ils vont empêcher EDF de bénéficier des fonds européens pour ses investissements.
Ils l'ont dit déjà, il est hors de question que... Ils veulent détruire EDF, depuis le début. Que l'énergie nucléaire soit considérée comme décarbonée. Enfin, décarbonée peut-être, mais pas renouvelable. Elle l'est pas, donc... oui, c'est vrai, oui. Tout est fait, tout est fait pour que nous ne puissions pas bénéficier des fonds européens de nos investissements en matière d'énergie. Alain Falinto, je voudrais que nous nous tournions maintenant, si vous voulez bien, sur la notion de souverainisme, elle-même, de souveraineté, et puis d'intérêt national, parce que vous consacrez un petit chapitre à ces différentes notions. Alors, qu'est-ce que vous entendez-vous par souveraineté ? On avait fait une émission ici, il y a quelques semaines, quelques mois, avec le philosophe Guilhem Golphin. Alors, c'était plutôt une émission de philosophie politique, mais il avait, une critique intéressante de la notion moderne, c'est assez moderne, de souveraineté. Vous vous souvenez, frère Thierry, vous étiez là. Oui. Les auditeurs peuvent d'ailleurs la retrouver sur le site de la radio. Alors, qu'entendez-vous, vous, par souveraineté ? Moi, déjà, quand vous regardez la définition de souveraineté dans le dictionnaire, vous voyez qu'elle est forcément nationale. C'est marqué la capacité d'un État à imposer sa puissance aux autres entités politiques, elle ne pas se faire imposer la puissance des autres. Elle est forcément nationale, la souveraineté. Donc c'est ça. Moi, c'est ça la définition que je prends. Et donc, elle est nécessairement associée à la notion d'intérêt national. C'est pour ça que quand on nous parle de souveraineté européenne ne peut pas exister parce qu'il n'y a pas d'intérêt européen. Ce n'est qu'une concaténation d'intérêts nationaux qui aboutissent à une résultante, comme quand vous additionnez des vecteurs en mathématiques. Mais il n'y a pas d'intérêt européen. Donc il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne. La souveraineté européenne, c'est une figure de style qui s'appelle un oxymoron. Ni plus ni moins. Oui. Vous évoquez la question de l'état de droit. Alors ça me semble très important et puis très intéressant. Nous sommes d'ailleurs en pleine actualité, puisque vous savez qu'il y a eu une polémique récemment en France avec Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui s'en est pris à l'état de droit, entre guillemets, et qui a suscité vraiment des cris d'orfraie un peu partout, sur sa gauche, sur sa droite. Il aurait, semble-t-il, touché un tabou. Et alors, vous en prenez vous-même à cette question de l'état de droit. Problématique, selon vous. Alors, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit brièvement, si vous voulez bien ? Ce qu'on appelle l'état de droit, c'est juste notre droit français qui a été pollué par le droit allemand, en fait, si je résume bien. Parce que je crois que la première fois qu'on a entendu parler de ça, c'est Giscard. Giscard, en 77, qui, devant un discours devant le Conseil constitutionnel, dit « La France est enfin devenu un état de droit, comme si nous étions avant, avec notre droit français, une république bananière. » Donc, l'état de droit, c'est, disons, la muselière, c'est la muselière qu'on met au peuple. C'est ni plus ni moins que ça. Et c'est ce sur quoi on s'appuie pour refuser jusqu'à l'évidence même. Ouais. Bon, il y a quand même une domination moderne, actuelle, du droit et de l'interprétation de la loi par les juges sur le politique proprement dit. Non, mais nous sommes dirigés par des juges. En fait. Les politiques, si vous voulez, ceux que nous avons actuellement, ne sont plus des gens de pouvoir. D'accord ? Oui. D'ailleurs, si vous regardez même, le mot même de pouvoir a disparu. On ne parle plus de pouvoir. Avant, on accédait au pouvoir pour l'exercer. Maintenant, si vous écoutez comment ces gens-là s'expriment, ils vont vous dire nous sommes en responsabilité. Oui, ils se comportent comme des petits managers, si vous voulez, à qui on aurait donné une espèce de défendé de pouvoir, si vous voulez. Vous voyez ? Et donc voilà, ils n'ont pas envie d'exercer le pouvoir, de toute façon. Ils sont très contents comme ça. Ce sont comment je dirais ça ? Ce seront des compradors. Si je puis utiliser cette expression, vous savez, les compradors, c'était oui, les étrangers, oui, des capitalistes étrangers. C'était dans le sud asiatique, c'était les locaux qui faisaient fortune en collaborant avec les sociétés coloniales, si je puis dire. Eh bien, les nouveaux compradors, ce sont eux. C'est-à-dire que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils espèrent, nos hommes politiques ? Pas exercer le pouvoir, ils veulent juste, disons, peut-être
préparer la fin de la France en se disant que le nouveau maître leur donnera peut-être un poste. Oui, d'ailleurs, vous le dites, c'est le terme de gouvernance qui est utilisé. Oui. Le terme de gouvernance signifie qu'on est en dessous du pouvoir et qu'on agence les différents problèmes, quoi. Qui sont... Oui. Et à mon avis, je prévois que bientôt on dira je suis en charge. Oui. En poussant l'américanisme jusqu'au bout, je pense que la prochaine étape, on ne sera plus en responsabilité, on sera en charge. Je prévois ça dans les années qui viennent. Est-ce que vous pourriez rappeler, Alain Falento, s'il vous plaît, pour les auditeurs, quelle est la proportion de droit européen dans le droit qui s'applique en France? On n'a pas toujours en tête, hein, mais... J'avoue que je me souviens plus exactement, mais... Il faudrait retrouver dans votre livre. J'ai fait les recherches dans mon livre, mais c'est énorme. Mais c'est énorme. De toute façon, c'est très majoritaire. C'est très, très majoritaire. Et de toute façon, c'est plus ou moins automatique, en fait. Oui. Maintenant, le Parlement est une chambre d'enregistrement, c'est un notaire. Oui, il adapte les directives. Oui, il adapte les directives, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Donc, si vous voulez, quelle est la peur de ceux de nos gouvernants? C'est que, si vous voulez, moi je repense à une phrase de Voltaire: ne dites pas à mon valet de chambre que Dieu n'existe pas, sinon il l'égorgerait pendant la nuit. Eh bien, si vous voulez, c'est un peu ça. Leur peur, c'est qu'on s'aperçoive qu'ils n'ont plus de prise sur le réel. Donc, tous les 5 ans, on nous fait voter. Ils prennent des airs affectés. Et ils sont montrés qu'ils sont volontaires, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que tout ça, ce n'est que du vent. Donc, le jeu parlementaire est dans une large mesure une mascarade, puisque de toute façon, nous sommes contraints de retranscrire le droit européen. Oui, nous sommes contraints. Et de plus en plus. Qu'est-ce qui reste comme prérogative? Qu'est-ce qui reste comme compétence à l'État français? Parce que c'est plus simple de le dire comme ça, plutôt que... il reste quoi, je dirais, le code de la nationalité. Et puis, encore, je suis même pas certain... je sais même pas certain qu'il n'y ait pas des recours possibles en cas de refus devant la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. Je suis même pas sûr. Vous avez entièrement raison. Et puis... pour l'instant, peut-être la vitesse sur les routes départementales. Mais ça s'arrête là, c'est tout. Tout le reste est de la compétence exclusive de l'Union européenne. C'est écrit noir sur blanc dans les traités. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un grignotage. C'était la fameuse théorie de l'engrenage de Monnet. C'est-à-dire que chaque événement qui se produisait dans l'Europe était un moyen pour prendre un pouvoir supplémentaire. On l'a vu dans la dernière période avec le Covid, puisque les questions de santé n'étaient pas du domaine de l'Union européenne. Et puis on le voit avec une façon accélérée dans le conflit en Ukraine. Puisque maintenant, ils se sont tous réunis hier et aujourd'hui pour nous signaler qu'ils sont mobilisés derrière le président ukrainien pour mener la guerre contre la Russie. Ce qui permet... Ça marche comme un cliquet. Ce sont des cliquets. C'est-à-dire que Juncker l'avait dit. Jean-Claude Juncker est extrêmement précieux. C'est dommage qu'il soit plus là parce que, disons que son goût prononcé pour l'éthanol faisait qu'il disait tout haut ce que les autres taisaient. Il avait dit comment ça fonctionnait. On tente, et si on n'entend pas de cris d'orfraie, on continue. Donc, si vous voulez, voilà, il tente à chaque fois de s'approprier une nouvelle compétence, et s'il trouve rien en face d'eux, eh bien, ça devient un acquis. Et ce d'autant plus qu'ils ont le temps joue pour eux. C'est ça, moi, je voudrais insister là-dessus. Ça fait près de 70 ou 80 ans que cet institut, que l'Union européenne, enfin pas l'Union européenne, mais disons la construction européenne a commencé depuis 57. Ces gens-là ont le temps qui travaille pour eux, et je vais vous donner un exemple. L'âge médian des Français, d'accord, est de 42 ou 43 ans, d'accord. Donc par exemple, quelqu'un comme moi qui a 50 ans, je fais partie des plus jeunes qui étaient en âge éventuellement de comprendre ce qui s'est passé lors du référendum de Maastricht en 1992, puisque j'avais 18 ans. Donc, en fait, le temps passant, il y aura de moins en moins de gens pour se souvenir qu'il est possible d'avoir un pays souverain. Et ça, faut pas le perdre de vue.
la population vieillissante, enfin, Ah je veux oui. dire les gens comme nous tous vieillissants, nous allons donc disparaître petit à petit, et ceux qui vont rester n'auront même jamais eu connaissance de toute leur vie qu'il y a la possibilité d'être souverain. Ben oui, les jeunes ne connaissent pas, n'ont jamais connu le franc. Bon, c'est terrible parce qu'on Non. s'habitue à tout, hein, même à l'esclavage. Et comme disait la Boétie, on ne peut pas regretter ce que l'on n'a jamais eu. Et ça, c'est très vrai dans le cas qui nous occupe. Il y a un message d'auditeur de Radio Courtoisie qui va nous faire avancer un peu dans le thème, puisqu'il le faut bien, malheureusement. Notre temps est compté. Une auditrice nous écrit « Bonsoir, pourriez-vous précisément nous indiquer quelle démarche serait à suivre pour quitter l'Union européenne ? C'est un vaste chantier. Par où commencer ? Merci à vous. » Alors, bon, précisément, je crains que nous n'ayons pas trop le temps, mais par où commencer ? Déjà, ça commence par une large majorité souverainiste au Parlement. Sinon, c'est pas la peine. Et vraisemblablement, on n'en prend pas le chemin parce que quand je vois que quel Parlement ? Ah, le Parlement français, oui, l'Assemblée nationale, pardon. Oui, on est d'accord. Et ça n'en prend pas le chemin puisque les deux partis souverainistes ont cumulé à eux deux moins que le parti animaliste, si mes souvenirs sont bons aux dernières les élections européennes. Donc voilà, sans une majorité, pourquoi une forte majorité ? Parce qu'il sera nécessaire de modifier la Constitution. Et la modification de la Constitution nécessite 60% des votes, si mes souvenirs sont bons. Non. Ça nécessite uniquement la majorité pour les votants. C'est la majorité des votants. 50% plus une voix. Pour modifier la Constitution. Bon, oui. Très bien. C'était au 3/5e ou quelque chose comme ça. Non, ça c'est quand le Parlement, quand le Congrès se détermine sur une partie de ce qui peut modifier de la Constitution, il faut qu'il y ait les 2/3 ou les 2/3 qui soient pour la modification pour qu'elle passe. Voilà, c'est à ça que je faisais allusion. Voilà. Ouais. Et ensuite, va se poser un problème que j'évoque et que je ne pensais pas en fait le voir illustré aussi rapidement. C'est le problème de la haute fonction publique. Voilà. Ah oui. Parce que comme vous avez vu après le spectre de la nomination de Bardella au poste de Premier ministre, certains hauts fonctionnaires sont sortis du bois en disant que ils désobéiraient et qu'ils feraient de l'obstruction. Et ils se sont répandus dans les journaux en expliquant comment ils le feraient. En plus, c'est incroyable, hein, en expliquant que, voilà, dans la rédaction, dans les décrets d'application, il est toujours possible de faire capoter une loi. Donc, si vous voulez, ces gens-là, des très hauts fonctionnaires qui sont au nombre de, je dirais 200 ou 300, je crois qu'Éric Zemmour avait évalué à peu près à 200 ou 300 personnes. Ces gens-là ont pris des mauvaises habitudes et se sont mis dans l'idée qu'ils gouvernaient. Ils sont censés être des courroies de transmission, mais ils se prennent pour le Premier ministre. Oui, ça fait partie de la dilution du politique. Ils considèrent que l'État leur appartient. Ben oui, c'est normal. Eux, ils sont toujours là, ils restent, ils voient passer les gouvernements. Les gouvernements trépassent, et eux, ils sont toujours là. D'accord. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez que Macron s'était invité à leur congrès annuel. Lui qui en est la caricature jusqu'au bout des ongles, là, c'est quand même amusant pour leur dire qu'il fallait qu'ils soient plus réactifs et vous voyez leur air goguenard, si vous voulez. Voilà, ils causent toujours. De toute façon, tu ne seras plus là, mais nous serons toujours présents et nous ferons ce que nous voudrons. Et donc, s'il n'y a pas une véritable dératisation au sens propre du terme, je vous en prie, choisissez vos mots prudemment. Disons un nettoyage, en profondeur de ces hauts fonctionnaires, rien ne sera possible. Une épuration. C'est certain. Une épuration. Non, je ne me permettrai pas de dire ça. Ah non, mais en toute modération. Il y a d'autres personnes qui disent d'une façon plus simple aussi, c'est d'empêcher la haute fonction publique de prendre des postes politiques, d'être élu. Ça simplifierait les choses. Ça simplifierait grandement les choses, mais
on n'en prend pas de chemin. Donc voilà, à mon avis, sans ce prérequis, rien ne sera possible. Absolument rien. Ouais. Oui, c'est valable dans le reste aussi. Ouais. On retrouve les mêmes idées qui sont aussi développées chez d'autres sur cette haute fonction publique qui défend les intérêts étrangers, en fait. Je sais pas, vous imaginez quand même qu'il y a un préfet qui avait déclaré qu'il était hors de question qu'il accueille Bardella, Premier ministre, en uniforme. Enfin, il faut bien que quelqu'un se dévoue pour aller voir ce monsieur et lui expliquer qu'il va le convoquer, lui expliquer qu'au cas où Bardella serait Premier ministre, eh bien, il va se présenter avec son uniforme et faire des claquettes si on lui demande. Voilà, oui, sinon il est viré. Il faut que quelqu'un lui explique ça, quoi. Voilà. Alors, il dit que 80% des projets de loi de l'Assemblée nationale viennent de l'Union européenne. Bon. Oui, 80%, c'est le chiffre que j'avais lu précédemment. Alors, un autre auditeur nous demande, et c'est intéressant, je pense qu'ils sont nombreux à se poser la question, quelles leçons pouvons-nous tirer de la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni quelques années après celle-ci? Merci pour cette émission. Alors, c'est vrai que les médias français nous promettaient la catastrophe, l'effondrement du Royaume-Uni en cas de sortie. Qu'en est-il quelques années après? Et si la France suivait ce même chemin, que se passerait-il pour nous? Serait-il apocalyptique? La situation n'est pas tout à fait comparable parce que le Royaume-Uni a jamais vraiment été dans l'Union européenne. Quand on n'est ni dans l'euro ni dans Schengen, ils sont pas plus dans l'Union européenne que ne l'est la Norvège ou la Suisse, si on réfléchit bien. Mais maintenant, en plus, ils veulent leur argent. Voilà. Et en plus, ils renégocient régulièrement des baisses de cotisations. Maintenant, si vous regardez les problèmes financiers qu'a traversé le Royaume-Uni récemment, ne sont pas dus à la sortie de l'Union européenne. Ils sont dus à des mauvaises décisions. Et particulièrement, il y a des mauvaises annonces, particulièrement d'une personne qui n'avait rien à faire au poste de Premier ministre, qui était Liz Truss. Voilà. Qui était pas apte à la fonction, mais ça n'avait rien à voir avec l'Union européenne. Par contre, en matière d'immigration, ils ont commis une grosse erreur. C'est qu'ils n'ont pas pris soin de sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. Qui, je rappelle, n'a rien à voir avec l'Union européenne. Elle lui est antérieure. C'est le Conseil de l'Europe, ça ne dépend pas de l'Union européenne, c'est important. Et ils ont pensé pouvoir éviter ça. Peut-être, je pense qu'ils n'ont pas osé, et ils ont grandement sous-estimé la capacité de nuisance de cette institution. Oui, c'est d'ailleurs, je crois que dans les propositions qui sont faites, c'est de se retirer sur la partie concernant les problèmes d'émigration, justement du Conseil de l'Europe. Je crois que c'est ce qui a été annoncé dans la dernière période par un certain nombre de responsables en France, non? Oui, mais ils ne le feront jamais, vous le savez comme moi. Oui. Tout ça sera enterré. Hein. Oui, mais je crois que c'est Asselineau qui en a parlé, ou Philippot qui ont traité de ce sujet. Mais le plus nuisible reste la Cour de justice de l'Union européenne. Pas l'oublier. Hein. Celle-là, ce qui nous empêche absolument de maîtriser l'immigration, c'est bien plus la Cour de justice de l'Union européenne que la Cour européenne des droits de l'homme. Bien sûr. Merci Alain Falento de ces précisions. Et alors, en cas de sortie de la France, de l'Union européenne et de l'euro, est-ce que les conséquences économiques seraient vraiment terribles pour les Français? Alors, non, parce que il est bien évident, que nous avons besoin nous ne pouvons pas partager la même devise que notre voisin allemand, parce que c'est ça le vrai problème. Ouais. C'est pas on nous fait croire que notre ennemi c'est la Chine, les États-Unis. Non, de toute façon, on joue pas dans la même cour que la Chine. On fabrique pas les mêmes produits. On va pas se mettre à fabriquer des chaussettes du jour au lendemain. Et quant aux États-Unis, je rappellerai qu'avant, disons, la crise énergétique, c'était un des rares pays avec lesquels nous avions un excédent commercial. Et en plus, un excédent commercial à forte marge. S'il y avait vraiment un pays avec lequel pas se fâcher, c'est vraiment les États-Unis. Donc nous ne pouvons tout simplement pas partager la même devise que l'Allemagne. C'est un fait. Donc nous avons besoin d'un franc dévalué. Ouais, c'est ça. Ouais.
Alors évidemment, les marchés financiers, par la manière de l'agence de notation, nous ont déjà prévenus. Ce sera au cas où nous sortons de l'euro et que nous ayons l'idée qu'est ce qui s'appelle l'axe monétaire, c'est-à-dire le remboursement de notre dette dans notre devise nationale, le franc, avec un taux de change que nous choisissons nous-mêmes, hein, parce que c'est ça qu'on dit. Ils nous ont déjà prévenus, ils mettraient la France en défaut. Est-ce que c'est si terrible ? Oui, ça a l'air. Hein. Mais en fait, moi, je suis pas convaincu. Quand vous regardez, après le défaut russe, combien de temps il a fallu aux investisseurs revenir ? Après le défaut argentin, combien de temps il a fallu aux investisseurs pour revenir ? Le défaut argentin, je crois qu'en quelques semaines, ils étaient déjà de retour. Et par contre, vous relancez immédiatement vos carnets de commandes. Avec un franc dévalué, vous relancez immédiatement votre économie. Mais de toute façon, vous pouvez voir ça autrement. Si vous restez, vous crevez à petit feu, de toute façon. D'accord ? Là, je sais pas, l'industrie doit représenter quelque chose comme 10% du PIB ou 9%, je ne sais plus. Oui, un peu moins de 10, oui. Eh bien oui, on tombera à 8, à 5, à 6. Voilà, c'est inexorable. C'est inexorable. On n'a pas de choix, en fait. Même s'il y a une mauvaise période à passer. Quant à la faillite plus récente de la France, je peux vous dire que si la faillite de la Grèce a failli entraîner tout le monde dans le maelstrom, vous imaginez un petit peu ce que serait la faillite de la France. Je ne suis pas certain que les pays européens aient très envie de ça. Oui, il y a un intérêt. Mais de toute façon, si la France quittait l'Union européenne et l'euro, ça serait fini de l'Union européenne. Étant donné le positionnement géographique de la France, de son poids économique et politique, je ne vois pas très bien comment l'Union européenne pourrait survivre. Elle n'y survivrait certainement pas, en plus avec un territoire non connexe, ça ne serait pas possible, pas certainement. Un message d'auditeur, si vous voulez bien. Ils m'ont bien donné la parole aux auditeurs à Radio Courtoisie. C'est un message un peu technique sur le nucléaire. Le nucléaire, je cite, une énergie pas renouvelable. Point d'interrogation. Je ne sais pas si quelqu'un a dit ça ici. Oui, c'est M. Favento qui l'a dit. Bien sûr que si, nous dit cet auditeur, la filière MOX que seule la France a développée brûle du MOX, un mélange de plutonium et d'uranium-238 non fissible qui est un déchet de l'enrichissement et dont on ne peut rien faire que des obus anti-chars ou des lestes de quilles de voilier. Elle est exploitée à titre d'essai par EDF. Si elle est actuellement moins rentable que l'enrichissement, c'est une filière d'avenir qui permet d'éliminer le plutonium et de valoriser l'uranium appauvri, qui va devenir de plus en plus cher à cause du développement des parcs dans les pays émergents et la Chine. La solution, c'est de profiter de la crise actuelle pour envoyer bouler la Germanie. Je cite, « L'occasion ne se représentera pas, elle nous est et a toujours été fondamentalement ennemie, le reste c'est du pipeau. » Fin de citation. C'est pas moi qui dis que c'est pas renouvelable, hein. C'est l'Union européenne pour que les crédits alloués aux renouvelables ne seront pas alloués au nucléaire. C'est pas la même chose. Oui, c'était ce qui était contenu dans le surgénérateur qu'on a arrêté, qui a effectivement été un renouvelable. Formidable gâchis. Ouais. Mais ça, vous l'abordez notamment, Alain Le Bihan, dans votre livre « Énergie, un crime d'État ». Bon, très bien. Écoutez, messieurs, malheureusement, ça va être l'heure de nous quitter. Un dernier message d'auditeur qui va me permettre de repasser une annonce. Bonsoir messieurs, savez-vous si des conférences sont organisées sur le thème de la sortie de l'Union européenne ? Avez-vous des livres à conseiller sur ce sujet ? Merci d'avance. Alors, justement, nous sommes en plein dedans. Je disais en tout début d'émission que Alain Falento, que nous avons avec nous ce soir, à l'occasion d'un passage à Paris, donnera une causerie sur cette question de l'Union européenne. Et ça se passera le jeudi 7 novembre à 18h30 à la Librairie Française. Entrée gratuite, voilà, et il dédicacera à cette occasion ces deux livres. Alors le dernier, qui m'a donné l'idée de le recevoir ce soir, le livre intitulé Frexit, sous-titré Tout va bien se passer, aux éditions Résistance républicaine. Et puis un autre livre intitulé Sortir de l'Europe, question de vie ou de mort. Voilà, toujours aux éditions... non, cette fois c'est Riposte laïque. Voilà. Alain, oui. Les 30 ans de Maastricht, le premier. C'est ça. On les fêter dignement. Ouais. Bon, Alain Falento, merci beaucoup. Je suis très content de vous avoir reçu. Comme prévu, nous n'avons pas pu faire le tour de la question, mais c'est très bien. Ce sera l'occasion de vous réinviter une prochaine fois. Et puis,
nous nous croiserons donc à Paris avec les auditeurs qui le souhaitent. Et puis voilà, nous nous quittons. Merci beaucoup Alain Falento. Merci infiniment, c'est moi. À bientôt, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission après un bref intermède musical.